Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. J'espère que vous vous portez bien. On est maintenant bien plongé dans le mois de février. Peut-être petite déprime de votre côté, mais on est capable de passer à travers comme tout le monde. Aujourd'hui, moi, je célèbre une nouvelle amitié. Très difficile quand même d'affirmer ça haut et fort à 43 ans. Habituellement, on est fidèle, on est fidèle à nos vieux copains. Mais moi, je laisse toujours ma porte ouverte. Je me dis qu'il y a toujours encore de la place pour rencontrer des gens incroyables, fascinants, avec qui j'ai envie de connecter. Et ma grande découverte d'amitié 2023, elle est arrivée pendant le mois de décembre, alors que j'ai été engagé pour un contrat de musique. Et comme je l'ai mentionné, le milieu de la musique, c'est un petit milieu. Et rapidement, on a toujours l'impression qu'on a fait le tour, qu'on a vu tout le monde, qu'on connaît tous les artisans. Eh bien non, des fois, tout d'un coup, on est sur un contrat et on se met à jouer avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois et la connexion vient rapidement. Et c'est le cas aujourd'hui avec mon invité, Guillaume Métier. Une superbe personne, variée dans ses intérêts. Bref, j'aime déjà ça. Et on a eu le temps finalement de discuter de lui, de sa personnalité, oui, de ses intérêts, de musique. Bref, on est allé dans plein de directions et c'était très plaisant. Et j'espère, et je me croise les doigts, que ce sera quelqu'un qui restera dans mon entourage pour les prochaines années. Alors, évidemment, on peut pas tout calculer, mais je l'aime beaucoup. Alors, laissez-moi vous le présenter. Guillaume Métier. Guillaume Métier est professeur en études urbaines à l'UQAM et musicien. Il est spécialiste en théorie urbaine et ses recherches s'intéressent aux formes urbaines sous le regard de la sociologie. En plus de 2 post-doctorats réalisés à l'École d'architecture de l'Université d'Édimbourg et à l'Université McGill, il a soutenu une thèse qui lui a valu les prix Félix Lambert, thèse de l'année sur l'étude de l'architecture au Canada, et Jean-Pierre Collin, thèse de l'année en études urbaines du réseau Ville-Région-Monde. Ses recherches actuelles portent sur les mutations urbaines sous la culture numérique, dont les axes de recherche ont trait à la connectivité, au placemaking et à la réinvention des tiers-lieux dans les villes. En 2022, il publie La ville analogique, repenser l'urbanité à l'ère numérique, chez Atelier 10, un essai republié depuis en France aux éditions L'Apogée. En tant que batteur, il a joué dans une 40aine d'albums et accompagné sur scène de nombreux artistes tels que Jimmy Hunt, Catherine Leduc, Pierre Lapointe, Chocolat, Evelyne Brochu, Philippe B, Marie Davidson et bien d'autres. Voici ma conversation avec Guillaume Métier. Professeur Métier. C'est-tu un titre que t'aimes ou pas? J'utilise assez peu, en fait. Ah oui, hein? J'aime bien ça. Même docteur, je l'ai peu utilisé non plus. Moi, je l'utilise juste pour le podcast. Oui, c'est ça. Je me suis s'en servir. J'ai trouvé une façon. Toutes ces années d'études-là, pour rien. Ouais. Puis je suis pas du genre à... Parce que je sais que McGill, à la fin, quand tu termines, ils disent, écoutez, on a une association, je pense, avec... je sais plus quelle banque de Montréal, puis on peut vous faire des chèques avec le nom de docteur. J'étais comme, ça va aller. Ben, une des premières fois que je l'ai utilisé, c'était l'année de ma soutenance. Juste après ma soutenance, j'ai pris l'avion, peut-être une semaine après ou 2, puis j'avais déjà commencé un postdoc à Édimbourg, en Écosse. Puis j'étais allé faire un peu de repérage là-bas pour peut-être une période de 2 semaines. Puis au retour, dans l'avion, il y a les douanes canadiennes qui t'offre la possibilité de signer un papier pour déclarer tes biens dans l'avion même. Puis j'ai pris le formulaire, puis il y avait la case docteur dessus. Ouais. Puis là, je l'ai utilisé, puis j'ai eu un moment de fierté, d'actualisation. Mais ça, c'était avant d'embarquer dans l'avion? C'était en sortant de l'avion, au retour vers le Canada. C'est ça. J'allais dire, par contre, danger, c'est avant d'aller en avion, parce que s'il y a un problème de santé, puis qu'ils disent qu'un docteur... C'est ça, exact. C'est ça.
Puis là, la réponse est oui, mais je suis docteur en études urbaines. Puis là, alors, tu peux rien faire pour la situation. Non, rien faire pour la situation. Ouais. Cela dit, docteur en études urbaines, écoute, t'es parmi des belles découvertes humaines de 2023 pour moi, quand même. Et un hasard avec tout ça qui s'est fait assez rapidement, juste avant le temps des fêtes, dans une ambiance de Noël, parce que on a travaillé ensemble sur le show de Noël de Pierre Lapointe. Ouais. On s'est rencontrés là. Étrangement, on s'est pas rencontrés avant. C'est ça, dans des cercles concentriques qui, étonnamment, se sont pas touchés. Jamais. Mais bon, c'est comme ça. On va parler de ta double vie, peut-être même triple. T'en as peut-être une troisième que je connais pas qui est cachée quelque part enfouie. Là, tu me pointes un appareil photo, entre autres. Mais en fait, j'aimerais quand même qu'on aille à la base. Sur quoi tu te définis le plus? C'est peut-être une bonne question aussi, là. C'est une excellente question. Écoute, je te dirais que on vit à une époque où on demande des gens d'être spécialisés. Et pour le meilleur et pour le pire. Chose que tu as surfaite aussi, là. Chose que j'ai surfaite, mais c'est-à-dire que l'idée d'avoir en parallèle des vies ou des carrières qui sont pas la même chose, puis qui communiquent jusqu'à un certain point, évidemment, il y a des liens, mais assez peu, finalement. C'est pas très, très valorisé aujourd'hui. Et je sais pas, moi, j'ai une espèce d'urgence de vivre, de faire plein de choses qui m'intéressent. Je réfléchissais au fait récemment que j'ai peut-être l'impression que tout pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Puis je le dis pas dans une perspective tragique, mais je me rends compte que j'ai souvent cette sensation-là de dire hey, « profite-en maintenant parce que les choses vont bon train, puis j'ai envie de faire ces choses-là, puis je suis passionné. » Puis moi, c'est drôle que tu dis ça. Moi aussi, je suis dans un... Peut-être c'est notre âge, parce que je suis dans un état de reconnaissance constante en ce moment. Tu sais, je suis tellement chanceux, c'est extraordinaire. Ouais. Ça pourrait s'arrêter demain matin. Tu sais. Ouais, tout à fait. C'est un feeling qui m'a peut-être paralysé à un certain âge, dans la vingtaine, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tu sais, j'accomplissais pas ce que je voulais faire. Aujourd'hui que j'y suis arrivé, c'est une belle énergie finalement qui me pousse vers l'avant. Alors, comment je me définis mieux? Écoute, moi j'ai étudié, je suis rentré à l'université sans savoir ce que je voulais faire, sans savoir par ailleurs ce que c'était exactement l'université et surtout une carrière universitaire. J'avais aucune idée de ce que pouvait vouloir dire devenir chercheur, professeur, etc. Et j'étais un petit peu là comme l'étranger de Camus, là, perdu sur la plage, aveuglé. Puis je me suis dit, je vais aller en sociaux, il me semble que ça m'intéresse. Et je faisais déjà de la musique à l'époque, mais tu vois, moi, j'ai commencé au secondaire à faire de la musique à 12 ans. Mon père en faisait dans les années 70, il jouait de la bass dans des bands. Puis tout. Et c'était toujours là, mais c'est ça. Mais quand moi, j'ai commencé, mon père était par ailleurs graphiste de carrière. Alors, toutes les fois qu'il y avait un split à l'école où on pouvait soit faire du dessin, art plastique ou musique. Je dis toujours art plastique parce que un petit peu par défaut, je me débrouillais là-dedans. Quoique aujourd'hui, je suis plus capable de dessiner même ne serait-ce qu'un cercle. Okay. Alors, j'ai loupé la musique à des âges clés, des croisements de ma vie, je les ai tous ratés. Quand en secondaire 3, on pouvait aller dans une école où il y avait de la musique, je l'ai pas fait. Concentration. Et donc, j'en faisais de mon côté, en amateur, j'adorais ça. J'avais commencé à jouer du drum, là, on l'a pas dit encore. Oui, tu joues du drum. Je suis un drummer et c'est ça. Donc, j'ai tout raté ces intersections-là. Puis un peu plus tard, j'ai vu des amis qui allaient étudier en jazz, en classique. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était pas pour moi faire ça. C'est-à-dire que j'ai développé une sorte de complexe par rapport à eux qui apprenaient plein de choses. Puis les guitaristes qui, d'une année à l'autre, sonnaient comme Joe Pass. Puis tout était magique là-dedans. J'étais un peu complexé, mais je gardais un pied dedans. Puis je me suis dit, je vais continuer comme autodidacte, mais ça fonctionnait pour moi. Et alors, j'ai continué à faire ça. J'ai été en sociaux. Si ça ne dérange pas, on va juste parler un mini instant de l'autodidacte. Autodidacte, vraiment, on est dans l'ère, il n'y a pas encore YouTube. Il y a quelques vidéos, mais il y a surtout des disques. Mais toi, c'était par imitation ou c'est juste... parce que moi, ce qui je trouve impressionnant un peu dans ton truc, tu joues très bien. C'est très naturel. Puis je me disais,
comment ça, il s'est pas blessé? Comment ça, il s'est pas... comment ça marche? T'sais, parce que, évidemment, moi, je suis dans un milieu où est-ce que être autodidacte, ça se peut pas. Oui, bien sûr. Donc, dans l'art classique, ça se peut pas, tu peux pas, ça s'existe pas. Bref, certains instruments peuvent l'être jusqu'à une certaine limite. Aujourd'hui, il y a des outils, justement, numériques qui peuvent nous aider, mais dans ton cas, je me demandais qu'est-ce que c'était? C'était juste à l'écoute de ton corps, tu sais, si je fais ce mouvement-là, c'est pas confortable, donc je le fais pas. Oui, alors, j'ai quand même eu quelques cours et des cours privés. Puis au début de la vingtaine, à un moment donné, quand justement mes amis étaient à l'école, je suis retourné étudier avec un prof scientologue complètement sauté, mais qui avait une technique intéressante où il fonctionnait par gradient, qui est un peu une sorte de méthode de la scientologie où tu apprends tranquillement un geste puis tu avances jusqu'au prochain geste, mais seulement quand tu l'as maîtrisé complètement. Ce qui est pas une mauvaise idée. Ce qui est pas une mauvaise idée. Puis j'avais étudié avec lui finalement peut-être 1 an, puis on était dans la mécanique, là, c'était juste des simples puis des doubles, c'était la base. Et donc ça m'a quand même groundé. Ouais. Je te dirais que par ailleurs, mon éducation, je l'ai fait en écoutant une tonne de musique. Puis je pense qu'à ce jour, je préfère encore en écouter qu'en jouer. Puis en écouter comme faut, pour moi, c'est hyper important. Je le dis parce qu'il y a des fois des musiciens qui, avec les années, n'écoutent plus de musique. Ne semblent plus vraiment en écouter. En fait, je te dirais que la plupart des gens n'écoutent plus, la plupart des étudiants n'écoutent pas de musique. C'est étrange quand même. Hein? Oui, moi ça me trouble un peu, beaucoup, puis souvent j'ai une conversation avec ça, puis c'est comme parce que moi j'en écoute maladivement, et c'est certain que je me dis pourquoi ils n'écoutent pas, puis c'est finalement... Les gens aujourd'hui, les musiciens, je crois, sont vraiment dans leur expérience personnelle de la musique, leur moment de le faire. Puis moi aussi, je suis un peu de ton bord là-dessus. Je veux dire, c'est mon métier, j'en fais, c'est cool. J'aime faire des concerts, ça enlève pas ça, mais j'adore en écouter. J'adore en écouter, puis j'en écoute, moi, avec émotion, puis qui n'est pas l'émotion du technicien qui l'écoute. Oh non, parce que on peut le faire aussi. Je suis capable de m'abandonner. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, j'en parlais dernièrement. Le dernier album de Sufjan Stevens, qui est un de mes bons albums de cette année, je l'ai écouté. Tu sais, j'étais pas en train de faire le beat de drum, puis la couleur des cordes. Non, rien, je me laissais. Juste l'image, l'univers, j'acceptais tout ce qu'il proposait, puis c'était super. Tu sais. Puis ça, c'est fun d'être capable de faire ça encore. C'est formidable. Comme les gens qui vont, les réalisateurs ou les réalisatrices qui regardent des films, qui sont capables de faire le travelling, là, il était pas très beau. Puis là, tu sais. Oui, tout à fait. Ou le faire en aller-retour. C'est-à-dire que des fois, il y a une écoute analytique, puis après, c'est comme on abandonne ça. Puis je pense aussi que le fait de sauter d'un style... Tu vois, alors cette semaine, j'étais dans les Stooges, Funhouse et votre nouveau Molinari de Philip Glass, puis j'avais comme un ping-pong entre ces choses-là qui sont des univers... les textures sont évidemment fondamentalement différentes, mais j'adore ça. Puis pour répondre, je vais tranquillement répondre à ta question, comment je me définis, mais juste revenir au moment où ces amis-là faisaient des formations en musique, c'était très bien, puis ils développaient une aisance par rapport à l'instrument que, fondamentalement, à ce jour, je crois que je l'ai, en fait, parce que je m'amuse aujourd'hui, mais il y avait une confiance en soi qui venait avec le fait de dire, tiens, on a exploré tel style, puis le hard bop, c'est ça, on l'a compris, puis on passe à autre chose. Mais bizarrement, les années passaient, parce que moi, j'ai commencé à enregistrer tôt aussi, puis là, j'ai développé un artisanat pour jouer en studio qui, au fond, qui pouvait pas être enseigné jusqu'à un certain point, il fallait le faire. Ouais, et tu vois, récemment, je regardais dans mon dossier artistique, qui est le système pour donner des droits voisins pour les musiciens accompagnateurs, c'est ce que je suis aujourd'hui. Là, je découvrais que j'ai joué sur 52 disques, finalement, c'est quand même... J'en ai fait beaucoup. Et c'est ça, mais je voyais ces amis-là qui avaient étudié et qui devaient, finalement, désapprendre par la suite pour jouer dans les univers pop, indépendants, je sais pas comment le dire, rock et tout ça. Ouais. Désapprendre parce qu'il y avait, au fond, des façons de faire, des modèles qui étaient pas nécessairement intéressants. Une fois sur disque ou même sur scène. Et c'est ça. Puis donc, moi, ce statut-là d'autodidacte faisait en sorte que je pouvais naviguer là-dedans, puis j'avais même pas à désapprendre jusqu'à un certain point. Okay. Alors ça me rendait assez à l'aise. Et ça. Et parallèlement,
T'étudies les sociaux. J'ai étudié à sociaux, puis la première année, j'ai pas aimé ça, je savais pas ce que je faisais là. Puis j'ai eu un déclic la deuxième année, 2 cours en simultané, dont un cours avec un prof ici à l'UQAM qui est devenu mon co-directeur de thèse, ultimement, qui s'appelle Jean-François Côté, et des mentors qui ont commencé à m'accompagner. Et je me suis découvert moi-même dans ce monde-là à l'université, et dans un contexte où on me laissait davantage de liberté. Puis je me rendais compte que quand j'essayais de me plier au cadre, tu vois, ça revient un peu à la musique. Quand j'essaie de faire ce qu'on est supposé faire, j'excelle pas. Mais si on me donne la liberté de dire « va explorer des choses », « va lire les livres qui te tentent », pour moi, là, tout d'un coup, je me dévoile à moi-même. Ça s'est passé, là, c'était un déclic intellectuel. Puis là, tout d'un coup, les notes ont explosé. J'ai vu dans le brouillard du futur, là, j'ai vu tout d'un coup une ligne avec la maîtrise. Puis encore là, ça allait pas vraiment plus loin que ça. Mais je me suis dit, ça se peut. Puis mon déclic à moi, c'était que j'étais en sociaux et j'ai découvert l'architecture. J'ai découvert les formes urbaines. Puis je me suis rendu compte que j'apprenais plein de choses sur les sociétés, les modes de reproduction, les époques, les idéologies. Puis je me rendais compte que à travers l'architecture, on pouvait lire la société à toutes ces époques. On pouvait regarder une cathédrale gothique puis dire cet édifice-là exprime un rapport à l'au-delà de la société catholique médiévale et d'un temps. Et on pouvait non seulement le faire dans une perspective d'historien de l'art, mais on pouvait le faire en regardant les productions architecturales ou urbanistiques contemporaines, puis voir comment on met en forme là, des idéaux de la société. Ouais. Littéralement. On veut aller de l'avant, on met en valeur, je sais pas, le développement durable, la culture, l'écologie. On le pense d'une certaine façon et on le produit en forme. Et là, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Alors, moi, je me suis collé à ça. Puis finalement, les choses ont déboulé par la suite. Par la suite. Ouais. Et bon, des doctorats, post-doc. Ouais. Là, t'es professeur maintenant depuis combien d'années? Ça fait 4 ans, depuis 2019. Depuis 2019, à l'UQAM. Et t'as publié plusieurs trucs. En fait, t'as quand même une longue liste de publications. Celle qu'on va parler un peu, il y en a 2 qu'on parle aujourd'hui. La ville analogique, qui est un essai. Moi, je le dis parce que je l'ai lu, puis je n'ai pas toutes ces connaissances-là. Tu fais un travail, je n'aime pas le mot vulgarisation, parce que c'est pas de la vulgarisation en même temps, c'est pas ça que tu fais. Tu y vas dans un énoncé très honnête sur un sujet qui finalement, même si j'ai pas les connaissances, j'étais pas exclu du discours. J'étais capable d'apprécier le tout. J'avais pas mon dictionnaire au bout des doigts constamment, et ça se passait très bien. Ouais. Non, je l'ai dit, puis c'est un livre court qui se vient, qui amène beaucoup de réflexion. J'ai une grosse question par rapport à ce livre-là, surtout l'origine, dont tu mentionnes seulement à la fin du livre. Non, en fait, tu ne le mentionnes pas. Tu dis qu'il y a eu un événement qui a fait que tu t'es retrouvé à écrire ce livre-là. Ça, je suis curieux de le connaître. Mais moi, ce que ça m'a amené à réfléchir, tu sais, on parlait de la COVID, comment, tu sais, la COVID est assez présente dans ce livre-là. Dans le sens que suite à nos relations avec les technologies d'aujourd'hui, les relations humaines, une fois qu'on sort de notre appartement, de nos écrans, la ville, que signifie cette ville, finalement. Puis ça m'a beaucoup marqué parce que je sais pas si toi t'as vécu ça pendant ce temps-là. Moi, j'ai un voisin qui est très technologie, tout ça, puis là, les VR sont arrivés, on commençait à rentrer dans les maisons, puis là, les gens, maintenant, achètent des terrains virtuels. Tu peux te faire une maison virtuelle, tu peux vivre là-dessus, tu peux aller voir des shows. T'as-tu expérimenté? As-tu essayé ces trucs-là? Assez peu, en fait. Pour vrai? Ouais, je les connais pas. Faut que tu essayes ça. Bien. OK. Ça, c'est un peu épeurant, là. Mais moi, tout le long, je me dis, OK, je me demandais si t'avais mis le pied un peu trop là-dedans, puis ça t'avait fait peur. J'avais eu envie. Non, j'ai pas, je connais pas ce monde-là. OK. Le méta, je sais. On est perdu un peu. Ouais, mais ça, c'est correct. Mais non, c'est que, en ce moment, il y a tout, c'est ça, c'est que cet univers, c'est que les gens maintenant s'achètent des maisons, des terrains virtuels sur lesquels ils vivent, dans lesquels ils peuvent mettre des œuvres d'art, ils peuvent décorer leur maison. Tu peux aller la visiter avec ton casque VR si tu habites à Tokyo. Moi, j'habite à Montréal. On peut aller voir des shows ensemble
Snoop Dogg fait des shows juste sur Meta, mais on y va ensemble. Ouais. C'est comme... C'est ça, j'ai lu un peu sur des choses qui se font, mais j'avoue que moi-même, je suis allé assez peu. Ça, c'est assez... tout le long, justement, de ton livre, je pensais à cet univers parallèle-là qui est en train de grandir à tous les jours. À tous les jours, les jeunes sont tellement découragés justement de la situation socio-économique dans laquelle ils pensent pas qu'ils peuvent s'acheter une maison, ils pensent qu'ils peuvent pas rien faire ça, mais ils préfèrent investir du temps sur cet univers-là. Et tu lançais juste, c'est drôle parce que tu lançais juste comme, justement, qu'est-ce que ça va maintenant signifier tout ça? Puis je trouve que ton livre, il répond à quelques trucs, mais en même temps, il y a encore bien des réponses à aller chercher parce que ça change. C'est en évolution constante. L'origine de ça. Écoute, l'origine, j'ai envie de te répondre d'une drôle de façon en complétant ma maudite longue réponse d'avant. Parce que je pense que c'est important comme posture. Moi, je me définis comme un amateur au sens de Roland Barthes. Roland Barthes, il parlait de la posture d'amateur qui, lui, était un des fondateurs de la sémiologie. Mais il disait, je suis pas un sémiologue tant que je suis intéressé par les signes, les symboles. Et la posture d'amateur consistait à dire que c'est intéressant de garder toujours un étonnement par rapport à ces objets, par rapport aux choses qui nous intéressent dans le monde. Et j'essaie de garder ça par rapport à la musique, je la revendique. Puis j'essaie de garder par rapport aussi à mon domaine, qui est d'une part les études urbaines, mais les études urbaines sont dans la recherche, mais sont aussi connectées à une pratique qui est l'urbanisme. Je suis pas urbaniste, mais on a un bac en urbanisme. Je donne des cours dans ce monde-là. J'ai œuvré un petit peu dans l'aménagement au cours des dernières années, mais c'est pas exactement... c'est pas ça ton premier emploi. C'est ça. Il y a des choses que je connais pas, puis c'est bien correct je donne plutôt des cours de théorie, réflexion sur la ville, de manière générale. Et le point de départ, ça a été un étonnement qui était de me dire, on est en train d'enseigner l'urbanisme, comment la ville se fait aujourd'hui. On constate effectivement que les technologies, on en rajoute dans les villes. Il y a des senseurs un peu partout. On a l'impression qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, s'adapter à cette nouvelle réalité numérique, donc en numérisant la ville, puis en rendant ces technologies-là plus importantes jusqu'à un certain point. Et je me disais, c'est étonnant parce que fondamentalement, depuis une quinzaine d'années, depuis l'arrivée des téléphones intelligents, l'explosion des médias sociaux, ça se passe à peu près en même temps à la fin des années 2000, l'espace public est complètement en train de migrer vers le virtuel. Les débats de société se passent en ligne désormais. Les gens interagissent davantage, non seulement davantage en ligne, mais je lisais une étude récemment qui indiquait que dans la séquence de rencontres des gens plus jeunes, on se connaît davantage en ligne maintenant avant de se connaître en personne. Oui. Ce qui était évidemment l'inverse. Ce que je vis aussi. Même pour les jeunes, mais même à mon âge, il y a des gens que je connais beaucoup plus en ligne qu'en réel. Tout à fait. Et mon étonnement, c'est de dire, il y a tout ça qui est en train de changer, puis quand on pense à la ville concrète, c'est comme un point aveugle. C'est comme si on ne se souciait pas de cette transformation-là qui, pour les villes, quand je dis ville, c'est très large. Nos milieux de vie concrets, c'est un changement qui est aussi fondamental que l'arrivée de la voiture individuelle dans les villes. Oui. Je me dis, c'est très étrange. Je vous donne un exemple dans le livre à un moment donné en disant, tu sais, si on passe la journée à la maison, j'avais tiré ça d'un livre là, de Nicholas Mack, un petit passage, j'avais fait, c'est tellement intéressant. Il dit, si on passe la journée à la maison, sur son laptop, couché dans le lit, on travaille, on échange des mails, on travaille, on va acheter des choses en ligne, on donne son opinion, on lit des articles, on fait tout ça, on interagit avec 150 personnes, puis si on ferme le laptop à la fin de la journée, puis on va prendre une marche dans le quartier, la question est la suivante. Quel est l'espace public, puis quel est l'espace privé? C'est comme s'il y avait un total renversement. L'espace public qui est chez soi, sur son laptop, et jusqu'à un certain point, le privé, le quartier, c'est ça, devient une extension de l'espace résidentiel.
Puis je pense que par rapport à ta question de la COVID, je pense que ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est une explosion effectivement de notre sociabilité en ligne. Oui. Mais je pense que parallèlement, on a vu que les gens avaient peut-être envie d'occuper davantage leur milieu de vie, d'inviter des gens dans des parcs pour des barbecues ou pour des fêtes, chose qu'on faisait peu avant. Pendant la COVID, toi, je sais que tu as des jeunes enfants comme moi. Ouais. Moi, j'ai jamais autant exploré ma ville que pendant la COVID. Même chose. Je partais tôt le matin, je mettais ma plus jeune dans le vélo en arrière, puis là, on allait dans le Vieux-Port, c'était vide, il y avait personne. Puis c'est drôle que tu dises ça. Moi, je sentais que la ville m'appartenait. C'était vraiment le sentiment. C'était comme je dis, est à moi la ville pour ce moment-ci. Puis moi, j'ai commencé à jogger pendant ce temps-là. Puis quand je joguais très tôt, à 5h30 du matin, j'allais courir, puis je disais, Montréal est à moi, il n'y a personne. Montréal est à moi. Puis ça, c'est un feeling. Puis ma fille, encore, ma plus jeune, on en reparle, parce que des fois, le matin, on va chercher des croissants, mettons, tôt le matin, dimanche matin. Dimanche matin, tout le monde dort, il n'y a pas de voiture. Puis même, tu sais, j'en parlais, puis elle disait, ça, c'est ton moment préféré quand il n'y a personne. Je dis, ouais, parce que je dis, c'est à moi. C'est bizarre, c'est un drôle de... Puis c'est ça. C'est justement, ça démontre ça. T'sais. Nous, on a passé quelques mois avec ma fille qui avait 5 ans, non, pas vrai, 7 ans. Ouais. Dans un chantier du Campus 1000 qui était pas loin de chez moi. Okay. Puis on a créé tout un univers. Ah oui. Elle appelait ça son petit territoire. Ah ouais. Puis alors, ça a été fabuleux. Donc, c'est comme si on a, au fond, accéléré des choses qui étaient déjà en cours, mais moi, j'avais déjà commencé à écrire le livre. En fait, j'avais déjà eu l'idée à ce moment-là. Ça germait tranquillement. Alors, le vrai catalyseur, pour moi, était personnel aussi, puis je l'évoque dans le livre au début en disant qu'on a vécu une tragédie, puis je le rappelle un petit peu à la fin. Puis pour la petite histoire, au départ, j'avais pas envie de parler de ça. J'avais peur d'être impudique ou de placer les lecteurs dans une position de sympathie à mon égard. Mais surtout dès le début du livre. Là, dès le début du livre, en disant, c'est ça, on a vécu quelque chose de terrible, puis donc là, maintenant, vous allez m'écouter. Je voulais pas que ça soit ça, puis à un moment donné, avec l'éditrice, j'ai envoyé un courriel, parce qu'elle savait pas, puis ça faisait des mois qu'on travaillait ensemble, qu'on échangeait. Okay. Puis tout d'un coup, j'ai compris qu'il fallait que je lui dise ça. C'était peut-être important pour expliquer d'autres choses. Je lui avais écrit un mail, puis qui était assez bien formulé. Tu sais, quand tu prends le temps d'écrire un mail, ils sont bien formulés. Il était assez bien formulé, puis elle me dit « Hey, ça, ce passage-là, on pourrait le mettre dans le livre. » Puis elle l'avait fait. Puis j'étais pas à l'aise au début, puis finalement, j'ai aimé la formule, mais en n'indiquant pas finalement ce que c'était. Alors, c'est ça, en 2017, on a perdu un enfant. Okay. Perdu une fille qui était en pleine santé, rendue à terme de la naissance, même dépassé le terme. En tout cas, ma copine, essentiellement, on l'a perdue. En fait, elle a survécu plusieurs jours en pleine santé, mais il n'y avait finalement rien à faire. Puis bon, ça l'a fait complètement basculer notre vie. Puis pour moi, ça l'a renforcé une émotion que j'avais déjà par rapport à ces questions-là qui s'est solidifiée tout d'un coup. D'une part, l'idée que j'avais besoin, évidemment, de mes proches, des amis, mais j'avais besoin d'une vie quartier. Pour moi, c'était important d'exister dans un réseau social qui est un peu plus vaste, où on a des gens qu'on connaît fondamentalement pas beaucoup, mais à qui on pouvait parler sur une base quotidienne. Et j'ai redécouvert ce réseau-là dans les années suivantes. Et pour moi, ça a été super salvateur. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de me déconnecter aussi davantage. J'avais l'impression que, comme tout le monde, mon téléphone était rentré dans ma vie sans que j'en aie décidé quoi que ce soit. Ça avait pris le dessus. Puis je me rendais compte dans ce contexte-là qui était pas facile. En plus, là, tu sais, j'avais pas de poste encore, T'imagines un peu là, une sorte de précarité un peu étrange. Et parce que je pense que j'ai fait une entrevue d'embauche 1 mois après ce qui est arrivé. Puis j'avais pas de travail à ce moment-là. Puis j'ai pleuré dans l'entrevue d'embauche. C'était un moment un peu embêtant. Puis ils m'ont pas eu en plus, mais tant pis pour eux. J'ai bien fait d'aller travailler
travailler ailleurs finalement. Et, mais je me rendais compte dans ce contexte-là que c'était super anxiogène de cette connectivité constante. Je me rendais compte que j'utilisais davantage mon téléphone quand j'allais pas bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça suffit. Ça, c'est drôle, hein? Ouais. Ouais. C'était d'aller chercher quelque chose du contact, mais du faux contact, là, peut-être d'une certaine façon, quand ça va pas bien. Ouais, quelque chose qui est une forme de... Tout le monde est dans une posture d'auto-valorisation versus autrui. Ouais. Puis c'est dur à gérer, finalement, parce que tout le monde a des émotions, tout le monde a ses tragédies, ses drames aussi. Ça, je le conçois. Puis à un moment donné, je me disais, pourquoi est-ce qu'on est à ce point attiré par ça? Puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas pourquoi est-ce qu'on a peu la possibilité de zébrer notre vie de pause numérique, de moments où on est déconnecté? Pourquoi ça, c'est devenu... La normalité, c'est d'être constamment disponible pour autrui, en tout temps. Oui. J'ai eu ça encore cet été. J'étais dans un chalet chez Catherine Leduc, que tu as déjà reçu. Ben oui. Au lac des Pines. J'allais faire un tour du lac en kayak avec ma famille. Puis là, je me suis dit... Là, j'avais le dilemme avant de partir. Je disais, est-ce que je prends mon téléphone? Puis, là, je me suis dit, je vais pas le prendre parce que si je l'échappe dans l'eau, là, je vais être mal pris. Avec raison. Je l'ai pas pris, je l'ai laissé sur le quai. Je pars en kayak de mer. Le tour prend peut-être 1h30 en tout en kayak. Je pars à mi-chemin, je me rends compte qu'il y avait une livraison d'un frigo au chalet. C'était supposé être ce matin-là. J'avais pas mon téléphone. Puis là, je me suis dit, non, j'ai pas mon téléphone, je suis mal pris. Puis là, je me suis dit, comment ça se fait que ce dilemme-là fait en sorte qu'on perd tout le temps quand on n'est pas connecté? Tu vois, si j'étais pas complètement satisfait de ma virée, parce que j'étais en situation, au fond, d'ubiquité, ou enfin, il était attendu de moi que je le sois. Et ça m'a embêté, finalement. C'est quand la dernière fois que tu l'as fermé plus qu'une journée, mettons, ton cellulaire? Tu te souviens-tu? Non, parce que je le fais assez peu, finalement. Parce que c'est un luxe de se déconnecter. Moi, je l'ai fait cet été avec ma blonde. On est allé faire un camping avec des amis, en tout cas une traversée, puis on devait laisser la voiture. On a laissé des selles dans la voiture. Je sais pas si c'est responsable. Mais, et on est parti c'était-tu 7? Non, c'était 5 jours. C'était vraiment merveilleux. Wow! Ouais, 5 jours. Oui. C'était parfait. C'était comme... Puis là, tu revenais, puis tu prenais le cellulaire, puis tu le regardes. C'est des drôles de rectangles, hein, quand même. Ouais, c'est... Puis il crée bien une drôle de misère, parce que... Moi, souvent, si je prends le métro, puis je vois le fameux truc, là, plein de gens qui regardent tout ça, tu sais, c'est une image forte, triste, bizarre. Les gens, pourtant, tout le monde veut de l'attention. Exact. Mais ils ne veulent pas réel. C'est bizarre, ça. Et c'est ça qui me frappe, moi. Tandis que si on réfléchit au lien entre le numérique et la ville, on pense juste aux senseurs qu'on rajoute. Moi, je pense que c'est ça, la nouveauté fondamentale. On manœuvre dans nos milieux de vie désormais en étant constamment dans une situation d'ubiquité. C'est-à-dire, on est à la fois ici, mais connecté à un ailleurs. Puis on l'est en ce moment. Là, on a nos téléphones pas loin. Ben oui. S'il y avait une urgence, Cela dit, je veux dire que devant moi, il y a 2 objets que je possède pas, que je veux avoir pour pouvoir être pour être plus déconnecté. Tu as une montre. Oui. Ça, tu vois, qui est à crinque en plus. Moi, j'ai abandonné ça fait longtemps, puis je commence à me redire, parce que c'est devenu aussi mon temps. Là. C'est comme ça que je regarde le temps. Une montre, ça réglerait bien des problèmes. Alors, si tu sors ton épisode assez rapidement, tu vas peut-être en recevoir une pour Noël. Ah, ça c'est vrai. Ouh, je vais y penser. Et tu as un appareil photo. Oui. Un vrai. Oui, OK. Alors, lui, c'est numérique. Je fais de l'argentique aussi. Puis, pour moi, faire de la photo, qui est un vrai total hobby, quoi, que je l'utilise un peu dans mon travail, mais pour moi, la photo de rue, c'est l'occasion de se mettre en vibration avec le monde. Moi, j'appelle ça rentrer en mode contemplatif. Et c'est un extraordinaire outil pour se grounder puis sentir les choses, remarquer la beauté de l'éphémère, des contacts, des rencontres, des superpositions étranges qui arrivent tout d'un coup. Donc, c'est un outil pour moi. C'est une façon, à mon sens, de se déconnecter aussi.
Parce que souvent, quand on voit quelqu'un avec un appareil photo, on dit « Ah, c'est un touriste ». C'est tout de suite, les gens vont penser à cette image, mais c'est vrai que ça peut donner une raison de prendre une... Quand tu prends une marche, tu t'amènes toujours ta caméra? J'essaie de l'avoir le plus possible, parce qu'apparemment que c'est le bon truc pour s'améliorer. Les meilleurs photographes, c'est ceux qui ont l'appareil photo. Constamment. Puis c'est assez vrai. Mais ouais, non, j'aime garder la possibilité de m'émerveiller. Même Alors, je me rends compte, par exemple, tu vois, je vais beaucoup en ligne quand je me sens pas bien. Je me suis rendu compte que les journées où je suis fatigué, ça va pas, je prends pas de photos. Fin de la journée, il y a rien. Ah! Puis à l'inverse, là, quand ça va bien, puis je me sens inspiré, puis j'ai une belle émotion, là, je suis disponible pour ça. Je suis en contact. Puis c'est un bel outil pour apprendre à regarder, étudier la ville. D'ailleurs, j'utilise dans mes recherches. J'utilise beaucoup la photographie. Je m'intéresse dans les approches sur la ville à un courant émergent qu'on appelle la théorie des assemblages. En tout cas, je m'inscris là-dedans où traditionnellement, j'ouvre une fenêtre que vas-y. Traditionnellement, pour étudier la ville, on a des gens qui viennent des sciences de l'aménagement, qui sont justement, architectes urbanistes, designers urbains, qui vont regarder la ville comme un espace concret, à penser dans la perspective d'une utilisation X ou Y. Donc, on aménage des lieux en imaginant ce que les gens vont faire sur place. Donc, on a d'un côté, ces gens-là, j'oppose exagérément, parce que c'est pas si tranché que ça, non. Mais il y a quand même des tendances, des gens qui viennent de là, puis on a des gens qui vont venir de la géographie, de l'anthropologie, sociologie, etc., qui vont étudier la ville. En fait, pour eux, la ville, c'est d'abord des gens qui habitent dans un espace, puis vont s'intéresser aux humains. Et entre les deux, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut transcender cette distinction-là, puis penser la ville comme une série d'assemblages, de choses qui se créent dans la relation entre des humains, mais aussi des animaux, hein, et la ville bâtie, qui est le non-humain, qui peut être effectivement autant la table qui est devant nous que la pièce, que finalement les arbres, la nature, l'eau qui circule dans nos villes, etc. Puis imaginez comment tout ça crée des assemblages qui se forment, qui se créent, puis qui disparaissent en temps réel dans la ville, en tout temps. Assemblages dans lesquels, finalement, tout le monde est acteur. Même un espace physique va effectivement conditionner jusqu'à un certain point son utilisation. Un type de chaise va t'amener à t'asseoir d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Et voir comment, finalement, tout ça se travaille sans arrêt dans la ville. Puis si tu regardes, je sais pas moi, les tam-tams de Montréal, les tam-tams, c'est pas juste des objets d'un côté, un site avec des tambours, tant de tambours. Puis c'est pas juste des humains avec des dreads puis qui fument des joints. C'est un mélange des deux qui se crée puis qui a une ambiance. Alors, ça pourrait pas être n'importe où ailleurs, ou ça serait autre chose. Oui, c'est ça. Et ça pourrait pas être n'importe qui non plus. C'est tout ce mélange-là qui se crée. Et je pense qu'il y a moyen d'imaginer un urbanisme qui se contente pas de créer des lieux, couper le ruban rouge une journée, puis c'est réglé une fois pour toutes, puis on sait pas ce que les gens y font. Un urbanisme qui serait plus actif, où on retourne, dans la mesure du possible, régulièrement sur place, pour voir comment les gens subversissent l'espace, le transforment par leur utilisation même qu'ils en font. Par ton métier, par cette passion-là, est-ce que tu as beaucoup voyagé? Oui, j'aurais voulu voyager davantage. OK. Ouais. Est-ce que tu as rencontré à date une ville que tu trouvais idéale dans toutes ces idées-là qu'on discute, dans la structure, dans la façon justement qu'on gère justement ces idées de communauté? Est-ce que tu en as vu une? Est-ce qu'il y a un endroit où tu es déjà atterri puis tu t'es dit oh, mon Dieu, ça devrait être comme ça? Écoute, je vais te répondre puis sans vouloir exagérément insister sur ma biographie, mais il y a un élément biographique là-dedans. Bon. Une grosse Alors, quand je suis arrivé à la maîtrise, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai croisé... en fait, j'étais sur le point de commencer la maîtrise. Ça allait bien, les profs m'invitaient un peu à continuer. Et je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je sentais à ce moment-là que j'avais pas assez voyagé à mon goût.
Et j'ai croisé par hasard dans un corridor un prof qui me demande hey, as-tu une idée pour ta maîtrise? Et je venais de lire ce matin-là un article sur Beyrouth. Okay. J'ai trouvé ça absolument fascinant qui, dans les années 2000, sortait de la guerre civile. Puis je l'ai croisé, puis je lui ai dit, puis c'est un total mensonge. Je lui ai dit, oui, je vais faire ma maîtrise sur la reconstruction du centre-ville de Beyrouth. Puis je l'ai dit, puis je me disais, hey, je sais pas de quoi on parle, je connais rien, mais ça me tente. Alors, j'ai trouvé une façon de me rendre là-bas, passer plusieurs mois, et ça a bouleversé, transformé ma vie. Wow. Parce que, enfin, plusieurs choses. Là. Au début, ça a été difficile, j'étais tout seul, puis bon, il y avait un peu il y avait une menace de guerre qui planait, il y avait la Syrie, à l'époque, la guerre n'avait pas commencé là-bas, mais en tout cas, la situation était complexe, tendue. Je lisais en plus un journal qui était très lyrique dans sa forme, qui s'appelle L'Orient, le jour où je lisais les éditoriaux à chaque jour, je me disais, OK, ça va exploser là, d'un jour à l'autre. Et alors, puis petite parenthèse aussi, quand finalement j'ai fini par avoir des amis, puis là ça a explosé la vie sociale, autant des Libanais, beaucoup de Français aussi qui venaient étudier à la même université que moi où j'étais accueilli. Un soir dans un party, il y a eu une explosion juste à côté. Alors c'était dans Ashrafiyeh, qui est un quartier dans Beyrouth, puis on a senti que les vitres de l'appartement ont vibré. Okay. Toutes les portables se sont mis à sonner en même temps, les gens qui s'appelaient. Et étrangement, c'est la seconde où j'ai arrêté d'avoir peur. Parce que j'ai compris la distinction entre la peur et la terreur. La peur, c'est une peur qu'on peut objectiver dans un objet. On sait de quoi il s'agit. La terreur, c'est diffus. On ne sait pas où ça va arriver. Ouais. Et j'ai compris à ce moment-là un certain stoïcisme ou détachement que les Libanais avaient par rapport aux menaces, où eux disaient « Inch'Allah, on ne peut pas passer notre vie à être terrorisé par une peur qui est trop diffuse. » Et ça a complètement changé mon regard. Mais ce que j'ai découvert là-bas, que j'aimais, c'était des choses que j'ai mis beaucoup dans la ville analogique. C'était un mode de sociabilité où les portes sont littéralement ouvertes. Mm-hmm. On a la possibilité de se rencontrer. On peut aller chez les uns, chez les autres. Et tu sais, je suis quelqu'un qui j'en parle depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'être complètement grégaire. C'est pas tout à fait le cas, en fait. Je suis plutôt solitaire, mais j'aime ouvrir un petit peu la porte, avoir la possibilité de peut-être aller trouver mon petit lieu. J'ai mon petit café maintenant dans mon quartier que j'aime bien avec Roberto, puis des habitudes. Des petites habitudes. T'sais. Et ça, là-bas, le canal était totalement ouvert. C'était magique et ne serait-ce que pour de la situation économique au Liban qui est difficile, puis bon, le contexte de guerre. Mais pour moi, c'est une ville qui est absolument fantastique. Et sur le plan architectural aussi, vraiment une richesse T'étais là combien de temps encore? J'étais là 6 mois. OK, quand même. Là-bas. Et donc, j'ai fait mon mémoire sur la reconstruction, puis c'est devenu mon premier livre par la suite. Wow. Ma première publication. Tu parlais de ta publication de Toronto? Non, ça c'est après c'est à mon doctorat. Ah oui, mais est-ce qu'on peut en jaser un peu? Avec plaisir. Excellent. Parce que moi, dernièrement, depuis la pandémie, étrangement, avec Molinari, on s'est mis à travailler énormément à Toronto dans les deux dernières années. Beaucoup d'allers-retours, aller travailler là. Puis c'est une ville qui, avant la pandémie, m'était très indifférente. Peut-être parce que justement, pendant la pandémie, je me suis mis à plus comprendre ma propre ville. Et là, je suis terriblement amoureux de Toronto. Ouais. Mm-hmm. C'est une ville qui me charme beaucoup par son fonctionnement, la façon qu'elle se développe, la richesse culturelle, la propreté, c'est pas rien. C'est quand même impressionnant comment ils gèrent ça, les transports en commun. Bref, je pourrais aller, la liste est longue. Moi, j'étais curieux de savoir où tu te plaçais par rapport à Toronto. Probablement, il y a ce papier-là que je vais entamer. Là. Moi, je vais juste sortir, il y a juste le mot Toronto qui est là. Parce que mais c'est dans mes réflexions, parce que moi, avec ma blonde, j'en parlais, je dis c'est la seule ville canadienne où je déménagerais, c'est juste que financièrement, je ne pourrais pas y aller. C'est terrible hein, sur ce plan-là. C'est juste ça. C'est peut-être là, le dérapage. Moi, je m'y suis intéressé maintenant une dizaine d'années. Ouais.
Puis effectivement, depuis... Écoute, j'ai des amis qui ont des postes à l'Orchestre symphonique de Toronto, qui est le meilleur emploi que tu peux avoir pour musicien classique dans la ville de Toronto. Et ils peuvent pas s'acheter quelque chose. Ils peuvent pas, tu dois vivre à l'extérieur, tu dois énormément économiser puis espérer après 15 ans, peut-être tu peux trouver quelque chose. Puis c'est triste parce que d'un point de vue d'architecture, c'est tellement trippant à Toronto. C'est tellement intéressant, mais c'est une ville de quartier aussi. Mm-hmm. Moi, j'ai vu, il y a une nouvelle université francophone à Toronto, puis ils ont de la difficulté à recruter des profs d'université qui se disent, OK, mais là, ils gagnent bien leur vie, on s'entend, mais c'est même pas bonne chance là, pour habiter, non pas dans la troisième couronne. Non, c'est ça. Mm-hmm. Puis toi, quand t'as lancé ce papier, c'était juste par curiosité, c'est comment t'es arrivé? C'est un drôle de chemin, ça. En fait, ça, c'était au doctorat. Oui. Je voulais m'intéresser à toute la question de la cette architecture. On a vu là, dans les années 2000 apparaître des espèces de monuments extraordinaires qui, dit-on, allaient changer le destin des villes tout d'un coup. Là. Ça a commencé avec Bilbao en 97. Puis on a reproduit un petit peu cette dynamique-là partout ailleurs. Puis, bon, moi j'appelle ça de l'architecture iconique. On crée des icônes. En fait, on invente des monuments dont la seule vue va nous permettre de penser à une ville à laquelle cette icône-là est associée. Et je trouvais ça fascinant parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, les formes monumentales, qu'est-ce qu'elles disent sur notre époque? Je me disais, que disent nos monuments aujourd'hui? Nos monuments qui sont des grandes institutions culturelles, qui sont architecturalement très abstraites, très éclatées, mais dont on saisit mal le message en réalité. C'est ça que je trouve fascinant. On crée des trucs. À une certaine époque, tu sais, si on faisait... je regarde par la fenêtre, là, j'essaie de voir des monuments, mais tu sais, si on faisait une bibliothèque ou un hôtel de ville, ou même une banque, même un gratte-ciel, ça dit quelque chose. La banque, c'est bon, le rapport au capital, l'accès au crédit. Il y a toute une histoire, la connotation le lien avec la Rome antique, par exemple, ou le lien avec la Grèce antique pour ce qui est des hôtels de ville. Oui. Bon, il y a tout ça. Symboliquement, aujourd'hui, je me dis, la monumentalité qu'on crée, elle est difficile à saisir, notamment parce qu'il y a peu d'idéaux complètement fédérateurs dans la société contemporaine. Oui. Peut-être l'environnement. Peut-être l'environnement. Peut-être la culture. C'est ça, parce que c'est sûr que religion, là, on oublie ça parce que c'est... On oublie ça. Ouais, c'est à côté. T'as raison, l'environnement. Mais pour créer quoi exactement aussi? Alors, c'est ça, c'est un peu la confusion devant laquelle on se trouvait. Et alors, au départ, je me suis dit, je vais m'intéresser à plein de villes qui sont en train de créer des monuments comme ça. Puis bon, il y avait Hambourg en Allemagne, il y avait Beijing aussi. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, Toronto, ils le font. Ils tentent le coût des institutions culturelles. Ils ont mis 1 milliard de dollars là, c'est fou. au début des années 2000 là-dessus. Et je voulais regarder tout ça. Puis là, bon, financièrement, c'était compliqué. Puis techniquement, il fallait faire le tour du monde pour faire ma thèse. J'avais pas ça marchait pas. J'avais une bourse, mais pas... quand même. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à Toronto même, il y avait tellement d'exemples de nouvelles institutions culturelles que je me suis dit, mais tiens, on pourrait les comparer, puis voir qu'est-ce qu'on dit de ces différents lieux-là. Et bizarrement, il y a le TD Center où tu as peut-être déjà joué, là, qui est la première vraie salle d'opéra au Canada, multiplateau, qui a été... alors, ça a été un des premiers monuments qu'on a construit au début des années 2000 à Toronto. Un peu partout dans le monde, on est en train de faire de cette architecture super explosée, excentrique. Et là, on demande à Jack Damon, qui est un architecte de Toronto, de faire ça. Il produit un édifice qui est assez, somme toute, banal, disons-le, qui fonctionne très bien, mais plutôt banal sur le plan architectural. Et gros scandale à l'époque, parce que Frank Gehry, qui a fait le musée de Bilbao en 97, il est né il y a 1000 ans à peu près, mais à Toronto. Il vient de Toronto. Il a grandi juste à côté du AGO. Alors, et là, on disait, mais pourquoi on va pas le chercher lui? D'ailleurs, il a presque jamais construit au Canada. Il a déménagé rapidement en Californie. Il a fait quelques petits trucs des intérieurs. À Toronto, il avait rien fait. Aucun édifice. Et le scandale, premier opéra au Canada, mais on n'est pas capable d'aller chercher l'architecte que le monde entier s'arrache, qui est en train, semble-t-il, je mets encore des guillemets,
de changer le sort des villes. Et là, ce qui est arrivé tout de suite après, c'est qu'on a rénové, requalifié d'autres institutions culturelles, le RUM, le HGO. Et puis là, on s'est dit, OK, on joue la carte totale de cette architecture. On est allé chercher Daniel Lebeskin, entre autres, qui a fait un truc super éclaté à Toronto. Et il a posé... C'est comme un pavillon, c'est des cristaux de verre posés entre des ailes de l'ancien musée, le truc qui est sur Bloor. Oui. Qui est formidable. Qui est intéressant, en tout cas, apparemment difficile à travailler à l'intérieur. Oui. Il n'y a pas de mur droit, là, apparemment, mais quand tu marches à Toronto pour t'arriver devant ça, c'est toujours un pas pire choc. Même, tu l'oublies, puis à chaque fois, ça te frappe. À chaque fois, ça frappe. Alors, et c'est ça, pour moi, j'essayais d'interpréter ça dans ma thèse. Pour moi, le sens qu'on donne à ces monuments-là, c'est que plus ils sont iconiques, éclatés, plus au fond, le message qu'ils essaient d'envoyer, c'est que on va, par notre action, changer le sort de la ville. Il y a quelque chose comme d'autoréférentiel là-dedans. Et ça, c'était toujours accompagné d'un discours des créateurs ou des gens qui avaient mené le projet, qui disaient « Toronto, là, c'est plate comme ville, c'est pas intéressant, c'est banal. » Nous, on va faire un splash, puis on va arriver avec quelque chose de nouveau. Et je me disais, au fond, c'est ça. On continue à créer de la monumentalité aujourd'hui, nonobstant du fait qu'elles disent fondamentalement rien. Puis, alors, on peut en débattre. Je dis pas que ça n'a pas de sens. Mais ce que je dis, c'est qu'on crée aujourd'hui de la performance. On crée de la distinction. Oui. On met au monde des choses, des productions culturelles, quand on essaie de les vendre, qui disent, voici, moi, je suis différent, je suis unique. J'ai des signes, je porte des signes distinctifs, qu'importe ce qu'ils soient par ailleurs. Oh oui. Ça, c'est quand même... C'est capoté. Quand même capoté, tu sais. Alors, moi, même historiquement, à Toronto, il y a eu des époques très conservatrices. Il y a une sorte de dualité torontoise qui est, tu sais, Toronto de good, qui fait bien les choses, vie de quartier, Jane Jacobs qui arrive plus tard, on protège le patrimoine. Qui est comme plus la partie ouest-nord de Toronto, non? Notamment. À peu près, dans ces coins-là. Mais il y en a dans l'est aussi, là, puis jusqu'à Don Valley. Mais en ce moment, le gros développement, il est dans l'est. Exact, c'est ça. Donc, il y a toujours eu ça à Toronto. Toronto, c'est plate, les tunes Charlebois et compagnie. Ouais. Puis il y a un autre côté où, une fois de temps en temps, on dirait qu'ils essaient de se prouver à l'échelle du monde, une espèce de complexe d'infériorité par rapport à Chicago. Et là, on crée la plus haute structure autoportante au monde, la tour du CN. On crée une sorte de truc explosé comme ça. Ouais. Skydome, etc. Et il y a toujours eu cette tension-là. Puis là, il y avait un moment à Toronto où tout d'un coup, tu sais, peut-être qu'on est cool, nous aussi, puis on va... Puis là, je le dis, c'est très caricatural, mais comme on est capable de créer quelque chose de funky, tu sais. Ouais. Et c'est ça, puis c'est tellement différent de Montréal. C'est tellement une autre dynamique. Moi, ça m'a fasciné, parce qu'il y a des tensions à Montréal, mais elles sont d'un tout autre ordre. Oui. Et puis moi, c'est ma ville maintenant, puis je donne des cours sur Montréal, puis je découvre comment c'est fascinant. Là. Mais oui. En tout cas. Mais je me suis dit, pourquoi pas Toronto? Je suis allé là-bas un certain temps. Ça a été ma thèse, finalement. J'ai tout fait sur Toronto. Et voilà, puis c'est devenu un livre après, qui s'appelle Architecture iconique, les leçons de Toronto. C'est mes prochaines lectures que j'ai très, très hâte d'entamer. Parce que non, j'aime ça te lire. Tu t'écris extrêmement bien, puis c'est vraiment... T'es gêné que je dis ça? Non, je suis très, très à l'aise. OK. Continue. Tu sais, je parle du fait qu'on veut se distinguer, puis tout le monde essaie de se mettre en lumière, mais bon, j'en prends un peu. Hey, si tu veux bien, on va aller à la prescription. Avec plaisir. Du bien. Je t'écoute. Écoute, on est à la bibliothèque de musique l'UQAM. Je suis tombé sur un Downbeat. Downbeat Magazine.
sur lequel il y a Pharoah Sanders. Et je commencerai par ça. À mon sens, dans les dernières années, tu as écouté son disque qu'il a fait avec Floating Points? Non. Un disque qui s'appelle Promises. Et donc, c'est Pharoah Sanders, qui est un saxophoniste qui a joué avec Alice Coltrane, John Coltrane, Alice Coltrane dans les années 70. Des albums superbes, qui est avec... donc, il a sorti un album qui est sorti, je pense, en 2021. OK. Avec Floating Points, qui est un DJ britannique, essentiellement. Il fait d'autres choses aussi. Et l'Orchestre symphonique de Londres. OK. Et c'est une longue pièce en 9 morceaux qui s'appelle Promises. Et à mon sens, là, c'est un authentique chef-d'œuvre. OK. Cette œuvre-là, authentique. D'ailleurs, Sanders est mort récemment, puis là, donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il est sur le cover du Downbeat, entre autres. Mm-hmm. Et c'est comme une pièce assez répétitive où tu as une série d'accords joués sur céleste puis d'autres instruments. Une série de notes qui reviennent sans arrêt, mais qui n'arrêtent pas de moduler étrangement. Sanders qui rentre là-dedans avec son sax ténor et qui improvise autour de ça pendant longtemps avec une espèce de climax à un moment donné où il y a une séquence après une quinzaine de minutes où il arrête de jouer du sax puis il se met à chanter dans le micro juste doucement dans le micro. Écoute, moi je l'écoute régulièrement puis j'ai des grosses émotions. OK. Et à un moment donné, il y a comme l'échange avec le sax s'épuise tranquillement, puis tout d'un coup, t'as l'orchestre symphonique qui rentre avec des arrangements sur cette suite d'accords-là. Mystique. C'est incroyable. Avec un climax, à un moment donné, après peut-être une demi-heure, 35 minutes, parce qu'on peut vraiment l'écouter d'un coup. J'ai la version en vinyle aussi. OK. Il y a un climax avec l'orchestre qui accumule, qui se gonfle de tension, puis qui relâche la tension tout d'un coup. Puis c'est vraiment, là, je sais pas comment le décrire autrement que d'être vraiment d'avoir... Parce que c'est ça, quand tu as accumulé des choses, puis tout d'un coup, tu te dis, au fond, c'est pas grave. Exact. Tu sais, quand cette espèce de sensation-là, de dire ça va bien aller, finalement, et on l'a musicalement. OK. Total chef-d'œuvre. D'ailleurs, ils avaient fait la tête des palmarès un peu partout à cette époque-là, puis ceux qui l'ont découvert en sont attachés. OK, mais ça, j'irai écouter ça. Ouais. Je connais, écoute, je sais c'est qui, évidemment, là, mais je connais pas assez ces enregistrements importants, là. Mm-hmm. Mais j'irai écouter. Cool. Puis après, c'est ça, après, tu peux aller vers d'autres de ses œuvres des années 70, comme Love is Everywhere, entre autres, qui est comme une espèce de chant infini, en tout cas sur un rythme où il répète toujours la même phrase. Mais toi, t'aimes le jazz. T'aimes beaucoup le jazz. Oui, j'aime beaucoup le jazz. Ouais. Mais je sais pas, je pense que je sais pas ce que j'aime le plus, finalement, comme style de musique. Je dirais que 50% de la musique que j'écoute en tout, c'est Claude Debussy. Mm-hmm. Puis le reste, c'est plein. C'est un mishmash infini. J'ai un amour infini pour Debussy. Je sais pas pourquoi ça rentre au poste, pour moi. Ben toute son œuvre. Ben oui, mais toute proposition, c'est d'une richesse. Mon gars, dernièrement, on a fait le quatuor de Debussy, puis on répétait. À un moment donné, c'est dans le dernier mouvement, ça va tellement vite. Ouais. C'est loadé, là, c'est surchargé. Puis Debussy joue du piano, bon, il écrit ses partitions, c'est très détaillé. Puis à un moment donné, on dit encore, on va cleaner, on va faire un peu d'intonation. On dit, on joue, je pense, 4 fois plus lent, juste pour tuner chaque accord. Okay. On commence à rouler tout ça. C'était tellement complexe, puis c'était tellement beau, mais à la vraie vitesse, tu pouvais pas entendre tout ce qui se passait à l'intérieur de chacune des voix, comment ça s'échangeait, puis tout ça. On l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, on était comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Non, puis c'était tout dans sa tête. Là, il y a une finesse dans le langage, je sais pas. Oh, non, juste la mère. À la mère. Ouais, la mère de Debussy, le jour que je serais tanné d'écouter cette pièce-là, j'écouterai plus de musique parce que c'est... Mais t'es un gars de musique instrumentale, donc plus... Pas nécessairement. Mais je dirais que dans les dernières années, plus ça va mener à une autre suggestion. Tu vois, j'ai pris des vinyles avec moi. Wow! Pour les montrer, wow! Pour les montrer. Puis je me dis, tu sais quoi, je vais te les prêter si ça t'intéresse. Parce que j'aime ça prêter des disques. Je les lave, puis je les relave après à la maison. Oh my God! Je suis tombé il y a quelques années dans la musique ambiante japonaise. Entre autres, japonaise des années 80 en montant, qui a une couleur particulière. C'est probablement associé à des
des sensations d'enfance. Puis bon, puis c'était Ryuichi Sakamoto, qui a pas fait que ça, mais qui était un peu mon point de départ. Puis finalement, bon, dans les dernières années, il y a beaucoup d'albums, notamment via Light in the Attic, qui ont été réédités à nouveau, puis on redécouvre des œuvres. Et la raison pour laquelle j'ai apporté les disques, parce que je veux te parler de 2 disques qui n'existent pas vraiment en ligne, en tout cas qui sont pas sur les plateformes de streaming. Un disque ici qui est de Hiroshi Yoshimura. Oui. Un disque qui avait été préparé en 83 pour une exposition à Tokyo. Et on lui avait demandé, regarde son look en plus, ça marche. Alors c'est parfait. Donc il y a un pantalon jusqu'en dessous des aisselles, une belle moustache. Et c'est ça, donc il a fait de la musique pour une expo qui a été... Je sais pas c'est quoi exactement l'expo, mais c'est de la musique... Pour répondre à ta question, j'achète beaucoup de musique pour l'écouter à la maison. Oui. Puis avec les enfants, ça fait partie de nos trucs le week-end. Alors, c'est souvent, à plus forte raison, c'est assez doux finalement. Oui. Mais c'est pas que ça que je consomme, oui, ultimement. Mais à la maison, ça, c'est extraordinaire. Donc, le disque s'appelle Pier and Loft. Il y a une reproduction ici du port de Tokyo, abstraite. Wow. Hiroshi Yoshimura. Il y a d'autres de ces disques, dont 5 Postcards qui se trouvent sur les plateformes de stream. Superbe. Celui-là, j'y suis particulièrement attaché. On peut l'écouter sur YouTube dans une qualité qui est raisonnable. Okay. Il y a peut-être moyen de le trouver en ligne, mais vraiment un truc super. OK, cool. Si tu veux, je te le prête. OK. Écouter en douceur à la maison. Oui. Wow, excellent. Mais j'ai vu que tu avais un autre vinyle. J'en ai un autre qui est un autre. J'ai 2 autres suggestions. Vas-y. Ça te convient? Oui. J'ai pensé à ça ce matin, je me suis dit, je vais trouver un truc. T'as fouillé dans ta bibliothèque? Ça, c'est un total coup de cœur. J'ai devant moi un disque de Steve Hyatt qui se trouve pas en ligne, lui aussi. En fait, il y a sur Internet... T'es vraiment un chasseur de vinyle, hein? Quand même. Ça, c'est une reproduction. L'original se trouve presque plus. C'est devenu un album culte avec les années. Ça s'appelle Down on the Road by the Beach. Okay. Et alors, Steve Hyatt, la pochette est sublime quand même. Oui, vraiment. Steve Hyatt était un photographe britannique, connu à partir des années 70 parce qu'il était dans un band, puis bon, il y a beaucoup de photos célèbres de Hendrix à Isle of Wight, d'un de ses derniers concerts, qui ont été prises par Hyatt. Hyatt, finalement, a lâché un peu la musique, jouait de la guitare, devenu photographe de mode très connu dans les années 80, puis il a inventé cette espèce de style-là. Alors, ça vient qu'un livret, tiens, je vais te le sortir. Tu vas reconnaître un peu l'espèce de style des années 80 où tu as des photos au flash avec des mannequins qui sont super éclairés, mais souvent des ciels bleus, azur, extraordinaires. Wow. Et, excuse-moi. Oui, c'est très cool. C'est vraiment devenu une esthétique typique des années 80. Vraiment. Et avec ça, il était musicien aussi? Il allait dans quel style musicalement? Voilà, alors, lui, il jouait de la guitare, puis en 82, encore une fois, au Japon, tu vois, il y a un drôle de lien entre les deux, finalement. Je pense, pour un événement, il devait organiser un truc et ils lui ont demandé « Veux-tu nous faire de la musique d'ambiance pour un événement? » Puis il a fait ce disque-là que je décrirais comme c'est comme du Beach Boys, mais psychédélique un peu. Puis ambiant. C'est super calme, super doux. Fait que, il joue de la strato, puis c'est juste comme des ambiances. Et écouter ça, notamment l'été, dans un chalet, à plus forte raison. J'ai pas de chalet, mais on en loue des fois. Oui. Ça crée une ambiance de fin d'après-midi, rêveuse, sans fin. Je veux dire, c'est extraordinairement doux. Là. Tu prends doucement une bière, puis tu rêves tranquillement. C'est superbe. Et c'est ça, c'est... Roll Over Beethoven, Out of the Beach. Ouais, c'est ça. C'est une épice. Il y a un cover assez comique. And this is a guitar album. Oui, il est écrit ça dessus. J'adore ça. J'adore ça, c'est bon. C'est parfait. C'est tellement satisfaisant. Et c'est ça. Puis donc, j'adore le photographe, finalement. J'adore le disque. Et ça rentre bien dans la vie. Il est disponible en vinyle, en réédition. Comme je disais, il n'est pas sur les plateformes de stream. Il a fait un autre disque depuis, qui s'appelle Girls in the Grass, qui, lui, est disponible sur les plateformes.
qui est un petit peu dans le même style. Okay. Là, petite boîte à rythme. Ouais. Peu J.J. Kells et Barr. OK. Ouais, vraiment. Puis il chante aussi. Pas particulièrement bien, mais c'est pas grave dans important. l'ambiance. C'est pas important. Chante pas mal non plus, mais enfin, c'est pas extraordinaire sur ce plan-là. Hey, ouais. C'est super, ça. Excellent, je vais écouter ça en fin de semaine. J'avais un dernier truc. Vas-y. Je traîne toutes mes suggestions sur moi. Je les traîne toujours sur moi. T'as quoi, on me pose la question? Au cas. Écoute, j'ai... un livre japonais. Pas japonais. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est très important aujourd'hui, un des plus grands philosophes au monde, je dirais certainement en Allemagne. Et je dirais que c'est un peu ce petit livre-là, c'est un peu le pendant philosophique de la ville analogique. Au fond, en fait, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai déjà lu Rosa, il a fait un livre important il y a plusieurs années sur la résonance. Puis là, il en résume dans une partie de ses idées dans un livre qui s'appelle « Rendre le monde indisponible ». Indisponible. Wow. Et son idée, c'est de dire que un des moteurs du progrès, puis de la modernité, un des moteurs, c'était de se saisir du monde, de le comprendre, de le contrôler. Hein, c'est un peu un des objectifs fondamentaux de la science aussi, c'était de objectivement isoler un objet dans le monde, le comprendre, le disséquer, pour l'améliorer, le changer et le contrôler aussi. Et pour Rosa et pour moi aussi, il y a une sorte de lubie là-dedans qui consiste à penser que on doit être en prise avec le monde sans arrêt, on doit tout comprendre, on doit tout absorber. Et tu sais, je suis entouré beaucoup de gens qui sont très militants, puis qui se saisissent de causes, puis le vivent intensément. Puis je trouve qu'il y a un piège à tout ça. Je salue leur empathie puis leur grande sensibilité, mais l'idée d'être toujours saisi par la nouvelle qui arrive, qui nous rentre dedans, la misère dans le monde, les guerres, tout ça, je trouve que c'est un peu une lubie parce que s'en saisir puis dire au monde constamment à quel point on est touché par ça devient aussi une performance qui change pas nécessairement le sort du monde. C'est juste... ça change rien, c'est ça. Alors, j'euphémisais ce passage-là. Et je pense qu'on a une responsabilité d'apprendre, justement, pour revenir au numérique aussi, d'apprendre à se détacher du monde pour y revenir, puis pour peut-être agir mieux dans le monde. Et ce que Rosa dit, c'est que, c'est ça, on a développé ce réflexe-là de toujours essayer de tout comprendre, tout décomposer. Tu sais, le loisir, il faut être productif dans nos loisirs, il faut être proactif dans nos choix de santé, il faut compter ses calories, il faut faire ci, c'est ça. Ouais, c'est tout ça, là. Puis c'est délirant comme conception du monde. Ça. Et lui, il va dire, ben non, il faut rendre les choses indisponibles. Il y a des choses dont on n'a pas le contrôle. Et c'est non seulement correct, mais c'est ce qui les rend intéressantes aussi. Puis ça me fait penser à des choses qu'on a vécues, toi et moi, récemment. On avait les spectacles avec Pierre Lapointe. Et encore cette semaine, bon, où t'étais pas là avec le Quatuor, mais il y avait des spectacles où tout d'un coup, il y a un soir, ça marche pas. Vraiment. Des fois, ça marche pas. C'est correct. Je suis sûr que le public s'en rend pas nécessairement compte, c'est bien livré, mais personne n'est exactement sur son X. Puis on parlait du fait qu'après, on peut contrôler tous les paramètres d'une production artistique, d'un spectacle. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et à mon sens, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont voir des spectacles. C'est ce qui fait en sorte aussi que les gens regardent du sport aussi. Parce qu'on connaît pas l'issue. On peut la deviner, mais on la connaît pas. Et c'est ça qui rend le monde intéressant. C'est ça qui rend la vie intéressante. Puis alors, Rosa en parlait aussi dans la résonance. Il insistait sur le fait que il faut trouver des façons de raisonner avec le monde et raisonner les uns avec les autres. Exact. Ou enfin, retrouver des façons de raisonner. Parce qu'on le fait peu si on est juste dans une espèce de relation un peu larvée d'un cordon ombilical qui nous lie au monde, quand on saute d'un spectacle à l'autre ou d'un YouTube à l'autre, où on fait juste absorber le monde. Ça nous rend pas dans cet état-là
de grâce qui est possible quand tu prends du temps pour faire un plat, par exemple. C'est vrai? Tu t'installes, tu dis, je fais que ça en ce moment. Je suis pas disponible pour autre chose. Oui. C'est fini. Puis là, on a de la misère, hein? Mais je sais qu'on a de la misère, c'est difficile. Ouais, ça va être le défi. Ça va être notre défi, ça va être le défi de nos enfants. Ça va être le défi de toute une gang. Ouais, et mon souhait, c'est qu'un jour, nos arrière-petits-enfants vont regarder comment on se laisse absorbé par le monde, absorbé par sa vitesse aussi, qui est un autre leurre que Marx avait identifié il y a longtemps en disant, tu sais, le capitalisme, c'est le mouvement, ça bouge, ça avance, puis on a l'impression que pour être en équilibre dans le monde, comme dans le capitalisme, c'est comme un vélo, il faut toujours être en train de pédaler. Si on s'arrête, on s'écroule par terre. Exact. Alors que c'est faux. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Mais on y croit. Puis mon souhait, c'est que dans 100 ans, ces arrière-petits-enfants vont regarder comment on interagissait avec le numérique, comment on se laissait absorber avec tout ça, puis ils diront, mais c'était ridicule. Pourquoi ils acceptaient... C'est comme nous, on regarde comment une autre génération fumait en avion, puis on se dit, incroyable. Ou vivait à côté dans un quartier ouvrier au 19e siècle, puis là, c'était pas leur choix, évidemment, mais comment des gens vivaient collés sur des usines bruyantes avec de la fumée. Puis on se dit, non, ça n'a pas de bon sens. On est passé à autre chose. Mais ça devrait être ça. Les gens vont faire le même truc, on dit. Et mon idée, là, excuse-moi, vas-y. Je rajoute des détails, là. Mon idée, c'est que... on devrait pas traiter ces questions-là seulement comme un problème de santé publique en disant aux gens, coupez votre téléphone des fois ou en forçant les gens ou rajoutant des règlements. Moi, mon souhait, c'est que on crée des milieux de vie qui soient assez intéressants, assez riches, qu'on ait passivement l'envie de se déconnecter puis d'aller faire autre chose. Puis d'accepter que c'est possible d'aller dans une fête puis de mettre son téléphone dans un sac ou d'arriver dans un week-end puis de disparaître en ligne. Puis que les attentes des autres soient calibrées à ça. Qu'on s'attende plus à nous d'une réactivité sans fin. C'est ça qu'on exige à soi-même qui fait... Pour moi, ça fait pas de sens. Puis, comme je dis, moi, je suis pris là-dedans aussi. Là. Je suis pas, je suis pas au-dessus de mes affaires. Mais quand j'ai l'impression qu'autour de moi, il se passe des choses... Ça, c'est ça qui arrive aussi comme expérience. Et quand t'es bien entouré, puis t'es dans des loges avec des nouveaux amis ou des amis... À un moment donné, le téléphone, il prend le bar naturellement. C'est sûr, on jase. On est indisponible. On est ailleurs. Fait que, moi, plus de... Il y a des petites suggestions dans la ville analogique, mais... Puis j'en parle à un moment donné, j'avais travaillé avec Microclimat, qui est une boîte d'architecture, puis d'autres amis aussi, sur un projet où on devait imaginer des infrastructures du futur, puis là, pour une exposition, puis tout le monde était dans... on va être super connectés, puis... on va des réseaux verts partout. Je dis, soit, mais peut-être que le luxe dans le futur, ça va être la capacité de se déconnecter. Puis non pas seulement pour les gens qui ont un chalet, mais pour tout le monde. Il faut que ça soit inclusif. Puis on avait imaginé un projet un peu fou. On se disait, pourquoi pas commencer avec les stations de métro? Elles sont partout dans une ville. C'est des lieux de transit. Pourquoi pas créer au-dessus de chaque station de métro des espèces de structures où les espèce de jardin suspendu où on aurait la possibilité soit d'aller dans le métro ou monter à un moment dans ces espaces-là de calme, de repos, où les signaux seraient brouillés, puis on pourrait prendre 5-10 minutes par jour de contemplation, regarder la ville autour de nous. Là, on avait imaginé ça, on appelait ça l'échangeur. En tout cas, c'était amusant. C'était éclaté, puis ça avait été une autre des pièces dans ma tête qui me disait oui, davantage de déconnexion dans les villes. Je pense que ça va être voulu, souhaité, dans une époque où on a déjà des caméras de surveillance qui nous suivent sans arrêt, qui sont même capables d'identifier des comportements potentiellement dangereux ou déviants. Je veux dire, c'est assez extraordinaire qu'on accepte tout ça passivement, alors qu'on a peut-être envie qu'on nous foute la paix un peu. Aujourd'hui, je vais retenir un paquet de trucs, mais il y a une phrase que j'ai bien aimée. Quand je suis sur mon sel, souvent, c'est parce que je suis pas bien. Je suis malheureux. Peut-être c'est... En tout cas, j'espère qu'il y en a qui écoutent ça puis qui vont peut-être se dire c'est-tu ça moi aussi ou pas, là? En tout cas, moi, je réalise que c'est... Je partage ça. En écoutant un podcast. Exact. Sur mon sel. All right. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.
Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.